Artisans, porteurs de projets, apprentis, les chambres de métiers et de l'artisanat vous accompagnent. La CMA, artisan de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est ça la France sur Sud Radio. Les fêtes de fin d'année approchent et oui, c'est le moment où beaucoup d'entre vous commencent à préparer leurs cadeaux, ont déjà commencé à acheter leurs cadeaux, à réfléchir à leurs achats. Il existe aujourd'hui de vraies initiatives pour consommer autrement. Parmi elles, les Jours Tricolores, une opération nationale qui propose une alternative responsable au Black Friday depuis 2021 déjà. On va en parler avec l'un de nos invités. Et puis cette période de Noël, c'est aussi le moment où les familles se retrouvent, alors parfois pour le meilleur, parfois avec quelques tensions, surtout quand on partage une maison de famille ou un bien commun. Là aussi, il existe des solutions. Nous accueillerons dans un second temps une jeune start-up bretonne qui innove justement pour simplifier la vie des familles et apaiser leurs relations. Bienvenue sur Sud Radio, vous écoutez C'est ça la France, le rendez-vous des entrepreneurs qui font bouger la France. Sud Radio C'est ça la France. Et pour commencer, direction le nord de la France, la maison Le Mayeux. C'est une entreprise de bonneterie fondée en 1947 à Saint-André-les-Lilles. Une maison qui fait figure d'exception. Ici, tout est fabriqué en France, du tricotage jusqu'à la confection. C'est un savoir-faire local, une production qui se veut responsable. On va en parler, un engagement aussi environnemental affirmé. Et cette année, la marque, là encore, participe à l'opération nationale Les Jours Tricolores, qui valorise donc les produits réellement fabriqués sur notre territoire. Et pour en parler, nous recevons au micro de Sud Radio le responsable de marque de la maison Le Mayeux, Nicolas Thébault. Bonjour. Bonjour Nicolas, merci d'être avec nous. Alors, pourriez-vous peut-être déjà nous rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas cette belle maison, Le Mayeux, qui est située donc dans le nord de la France? Donc Le Mayeux, en fait, on a deux métiers. On est fabricant d'abord, on fabrique pour une quarantaine de marques aujourd'hui, marques françaises évidemment. Et puis depuis quelques années, on a notre marque propre qui s'appelle Maison Le Mayeux, qui est en fait quelque part la vitrine de tous les produits qu'on est capable de finalement proposer, fabriquer dans notre propre usine. Quand je dis notre propre usine, c'est-à-dire que du bureau de création, donc le côté styliste et modéliste, jusqu'au tricotage, jusqu'à la confection, tout ça c'est fait sur un seul et unique lieu, donc à Saint-André-les-Lilles. Et c'est notre marque propre, c'est notre vitrine, c'est notre fierté, et c'est celle en fait, c'est avec cette marque aujourd'hui que l'histoire continue pour Le Mayeux. C'est une manière de montrer que c'est possible de le faire sur le territoire, c'est possible de dynamiser le territoire tout en proposant des produits qui sont compétitifs. Exactement. En fait, le fait d'être fabricant, donc c'est notre ADN. Là, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de marketing. C'est réellement notre métier premier. Le fait de pouvoir proposer du coup ses propres vêtements, nous permet en fait de prouver qu'on peut encore fabriquer en France, qu'on peut être compétitif puisque nos prix sont plutôt accessibles. Ils le sont parce que justement on est fabricant et qu'il y a quasiment aucun intermédiaire chez nous, du tricotage jusqu'à l'expédition. Finalement, tout ça a lieu chez nous et uniquement chez nous. Donc ça nous permet de proposer des prix d'appel, des prix qui restent accessibles justement pour toutes les bourses, et puis de prouver une bonne fois pour toutes que acheter du Made in France, acheter français, il faut pas forcément se saigner ou se serrer la ceinture, ça reste abordable et pour toutes les bourses. Mais pour maintenir ce savoir-faire textile local, vous l'expliquiez à l'instant, il a fallu revoir aussi, j'imagine, l'organisation interne. Quels sont les principaux défis aujourd'hui? C'est toujours les coûts de production? C'est quoi? C'est l'énergie? C'est les matières premières? C'est le recrutement? Qu'est-ce qui reste compliqué encore à relever comme défi pour maintenir justement cette compétitivité? Alors, c'est un peu tout ça à la fois. Il y a le coût, évidemment, des matières premières qui sont plutôt en dents de scie, ça c'est une chose. Il y a évidemment le coût social, l'emploi. C'est quand même un point qui est quand même très important et qui pèse aujourd'hui beaucoup sur notre compétitivité. Et puis, il y a évidemment notre manière de fabriquer les vêtements. Aujourd'hui, on cherche à être plus efficient, c'est-à-dire travailler plus rapidement, sans renier sur la qualité des finitions, sans renier sur la qualité de notre travail. Et ça, c'est un travail finalement qui est fait quotidiennement avec les équipes pour les former, toujours et encore. Surtout qu'on a un gros enjeu chez Le Mayeux, c'est qu'il y a une vague de départ à la retraite qui s'annonce, qui va être assez importante. Et du coup, notre enjeu, c'est de ne pas attendre que les personnes... exactement, voilà, c'est ce renouvellement. Et ce renouvellement, c'est de la formation. Aujourd'hui, c'est compliqué de former les gens puisqu'il n'y a plus de formation finalement externe. Donc on a cette fierté aussi de se dire que 4-5 fois par an, on accueille 40 à 50 personnes pour les former, pour leur montrer le métier, les différents métiers,
Et puis parmi ces différentes personnes, on arrive à en garder parfois 2, 3, 4. Donc c'est vous dire en fait que c'est compliqué aujourd'hui de recruter et de former les jeunes générations à ces métiers justement de la bonneterie et de la couture. C'est compliqué de les former à la bonneterie, c'est compliqué aussi de parfois rivaliser avec des marques qui comment dire, peuvent donner l'impression d'être plus dynamiques parce que le savoir-faire, enfin la fabrication se fait à l'étranger, parfois dans des conditions un petit peu opaques. Comment on fait pour tenir justement, pour innover, tout en maintenant aussi cette volonté de mettre en avant un développement durable? En fait, quand on parle d'emploi et qu'on emploie en France, il y a une chose qui est importante chez Le Mayeux, c'est qu'on n'a pas recours à de l'emploi précaire. Chez nous, les 94 salariés sont en CDI. Ouais. C'est un emploi qui est stable, qui est fixe. Il n'y a aucun emploi précaire là-dedans, et ça, c'est notre fierté. Et c'est ça aussi qui explique que nos prix sont accessibles, mais peut-être pas forcément parmi les moins chers, ou ce que j'appelle le côté un peu discount de certaines marques françaises qui revendiquent parfois une approche tarifaire qui est excessivement bas et qui évidemment derrière oublie l'origine de la matière première. Ouais. Le coton par exemple n'est pas forcément biologique, et puis on recourt à des subtilités administratives pour créer de l'emploi, c'est déjà très bien en France, mais pas forcément de l'emploi aujourd'hui durable. Chez Le Mayeux, on a cette fierté de se dire que l'emploi il n'est pas précaire, on continue de former les gens, on continue de transmettre notre savoir-faire. C'est pour ça que vous arrivez à recruter aussi, à faire venir ces nouvelles générations. Alors c'est compliqué, mais on y arrive petit à petit, mais c'est juste que ça prend du temps. Et malheureusement, dans un secteur dans le secteur de la mode qui est compliqué et qui va très vite, ce temps, on l'a pas forcément. Donc nous, on se bat quotidiennement pour à la fois recruter et les former, de l'autre côté, proposer une collection avec quelques nouveautés à chaque saison, à chaque collection, des nouveautés qui correspondent aux attentes du public, sans pour autant tomber dans le côté de la mode, de la mode excessive. Chez Maison Le Mayeux, on aime dire qu'on propose des produits qui sont simples, mais pas simplistes. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des produits, c'est des bons intemporels. Donc il y a la notion de qualité de la matière. En plus, on est encore très fiers parce que la matière elle est tricotée chez nous. Donc c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ateliers de confection qui vont venir confectionner et assembler vos vêtements, mais à partir de matières de tricot étrangers. Nous, le tricot est aussi français, il est fait chez nous. Donc, mais en vous écoutant, on a vraiment ce sentiment, je pense à ces jeunes entreprises qui veulent se lancer dans l'univers du textile, que le seul moyen de rester compétitif, c'est de maîtriser tout, quoi. De la conception jusqu'à la fabrication. C'est pas simple, sinon dès le moment où on sous-traite, ça devient plus compliqué, quoi. C'est bien plus compliqué puisque chacun prend évidemment ses marges et que les marges sont diluées et que au bout du bout, votre produit final, il a accumulé quelques marges et forcément il est un peu plus cher. Donc oui, il faut se battre sur tous les fronts, mais le premier c'est en interne, même si on est tout intégré aujourd'hui, si tout est fait chez nous, il faut se battre pour que notre efficience, c'est-à-dire que notre capacité à produire en temps et en heure et correctement, soit la plus performante possible également. Alors vous participez cette année, alors je ne sais pas si vous l'avez fait les années précédentes, au Jour Tricolore. Oui. Du 20 novembre. Vous le faites systématiquement. Alors, c'est une opération nationale qui, finalement, montre qu'on peut proposer des prix discount, mais tout en restant dans des entreprises qui fabriquent sur le territoire. C'est-à-dire qu'on a bien conscience l'importance de proposer des réductions pour notamment ces achats au moment des fêtes de fin d'année, mais on le propose différemment. Expliquez-nous justement en quoi les jours tricolores se distinguent du Black Friday. Alors, mais je dirais déjà, on n'a pas forcément un prix discount. Aujourd'hui, les jours tricolores, c'est moins 20% sur toute la collection à partir du moment où vous achetez 4 pièces. Oui. Avec cette idée, j'aime dire en fait qu'on propose aux gens l'opportunité d'offrir des cadeaux, puisqu'on est dans une période de cadeaux de Noël, d'offrir des cadeaux qui soient donc français, avec une assurance d'une certaine qualité, avec des matières premières qui sont exceptionnelles. Et en fait, pour inciter les gens dans cette période où tout le monde est en promo, tout le monde, même les marques les plus luxueuses sont en promo, et c'est de se dire, nous aussi, on va proposer un petit coup de pouce, de 20%, des cartes articles, pour justement permettre à tout le monde, sur des prix qui sont déjà accessibles, d'aller encore plus loin et de leur dire, au lieu d'aller vers le made in ailleurs, essayez de regarder un peu les produits que l'on propose, essayez d'offrir finalement des cadeaux qui durent, des cadeaux qui ont une histoire, puisque ce qu'il faut retenir quand on offre un cadeau, oui, on va faire plaisir, on a cette fierté aussi d'offrir effectivement ce
ce cadeau. Et bien là, le cadeau que vous allez offrir, il va raconter une histoire. Et cette histoire, c'est une histoire de savoir-faire, c'est une histoire d'hommes et de femmes qui ont fabriqué votre vêtement, votre produit, en France. Voilà, et c'est une façon de rappeler que nos achats sont nos emplois. Alors l'opération, elle rassemble près de 200 marques déjà engagées. Dernière petite question, vous avez le sentiment justement qu'il y a une vraie prise de conscience croissante du public autour du Made in France ? Oui, il y a une prise de conscience, ça c'est évident depuis le Covid, même si c'est parfois en dents de scie, puisque les crises politiques successives font évidemment du mal à la fabrication française et au portefeuille. Maintenant, il y a cette prise de conscience. La difficulté aujourd'hui dans ce marché, c'est que tout le monde est en promo, donc quelque part la notion de prix juste, elle est en train de disparaître. Qu'est-ce qu'un prix juste d'un prix finalement normal, d'un prix qui n'est pas en promo ? Finalement, on n'en sait rien. Donc on est tous finalement obligés d'aller créer cette incentive, cette incitation finalement à l'achat. Alors c'est malheureux, mais en même temps, il faut aussi respecter les règles du marché, donc on y est aussi. Moi je dis que ce petit coup de pouce, il fait du bien à la planète, il fait du bien pour nos emplois, il fait du bien parce que vous allez offrir une histoire finalement, vous n'allez pas offrir un simple vêtement, et je pense que c'est important d'en avoir conscience parmi tout ce secteur où tout le monde est constamment en promotion, et finalement on perd un peu ses repères. Moi, le repère que je propose avec le maillot, c'est un produit qui est extrêmement bien fini, qui est extrêmement qualitatif, que l'on va garder sur plusieurs années, et qui surtout n'est pas nécessairement lié à la mode qui est éphémère. Et j'ai cette fierté de dire, il y a certains de nos clients qui ont des produits chez nous qui ont 4 ans, qui ont 5 ans, ils le portent encore, le produit n'est pas abîmé, et ça, je me dis, j'ai réussi finalement mon job. Et on s'y retrouve financièrement, parce que le produit tient dans la durée. Exactement. Merci beaucoup Nicolas Thébault. Je rappelle que vous êtes responsable marque, communication et commerce digital pour la maison Le Maillot, et que les jours tricolores, c'est jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci. Et pour votre engagement. Merci, à bientôt. À bientôt. Allez, on va changer totalement de secteur juste après une courte pause, et on ira du côté de la Bretagne, et plus précisément sur un sujet que beaucoup de familles connaissent, parfois même intensément lors des réunions de fin d'année, la gestion des biens partagés. À tout de suite. Artisans, porteurs de projets, apprentis, les chambres de métiers de l'artisanat vous accompagnent. La CMA, artisan de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France sur Sud Radio, et on va continuer nos rencontres, nos découvertes, cette fois-ci avec un invité qui a créé une solution numérique qui risque de parler à beaucoup de monde. Cher Héritage, qui est une jeune start-up Malouine de Saint-Malo, qui a développé une plateforme web et mobile pour simplifier la gestion des biens partagés, maisons de famille, résidences secondaires, héritage en indivision. Que des sujets qui peuvent fâcher. On en parle tout de suite avec le fondateur Alexis Rochette. Sud Radio C'est ça la France. Bonjour Alexis Rochette. Bonjour, enchanté. Enchanté, donc vous êtes le fondateur ou l'un des fondateurs de Cher Héritage, peut-être Cher Heritage, peut-être qu'il faut le dire à l'anglaise. Comme vous voulez, c'est le petit jeu de mots, effectivement. Alors, nous sommes nombreux à gérer parfois seuls et de manière un petit peu artisanale notre patrimoine, ce qui nous vaut quelques petits soucis de famille. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie, qu'est-ce qui a été le déclic pour lancer cette entreprise Cher Héritage ? Alors le déclic, en fait, il vient d'une situation vécue personnelle. J'ai une famille du côté de ma maman qui est en Bretagne Nord, à côté de Saint-Malo. C'est pour ça d'ailleurs que je m'y suis rapproché. Et on a la chance d'avoir une maison en indivision entre ma maman et ses frères et sœurs suite au décès de leurs parents. Et en fait, ça a été compliqué, comme dans beaucoup de familles, en fait, pour continuer à maintenir, à entretenir cette maison pour pouvoir en profiter. Et c'est le constat des 10 dernières années où j'ai vu un certain délitement, à la fois matériel, du climat familial et puis d'un point de vue financier. Exactement, à la fois l'entretien de la maison et sur les relations humaines entre ma mère, ses frères et sœurs. Et ça commençait même à toucher notre génération. Et c'est là où je me suis dit, ok, on a un souci et il faut faire quelque chose. Voilà. Mais c'est dû à quoi ? C'est parce qu'il y a une opacité, on a l'impression que c'est mal géré. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des tensions comme ça qui arrivent au sein d'une famille dans la gestion en copropriété de biens familiaux ? Exactement. En fait, c'est une problématique qui est souvent commune. La première chose, c'est que
Déjà, vous avez des personnalités dans la famille qui sont toutes différentes. C'est on a vrai. tous des frères et sœurs qui ont des situations géographiques, on n'habite pas tous aux mêmes endroits, de plus en plus d'ailleurs. On a des situations économiques différentes, on a des situations philosophiques différentes, on s'est marié, pas marié, etc. Donc on est tous différents et on évolue différemment. On était tous frères et sœurs tout petits ensemble et on a joué dans les mêmes bacs à sable, mais après on a tous évolué. Ça c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est une difficulté, on va dire, d'outils de gestion. Aujourd'hui, quand vous avez une maison partagée, vous avez très souvent un groupe familial WhatsApp dans lesquels vous avez aussi bien la photo ou la dernière vidéo du petit dernier cousin qui est né et 10 secondes après, une question sur la chaudière ou le budget ou l'entretien du jardin. Oui. Et en fait, ça, plus une succession d'emails, plus des tableaux Excel qui ne sont pas forcément mis à jour sur les questions budgétaires, plus des plannings qui se croisent, plus, au final, en fait, c'est la difficulté de la transparence et de la clarté qui amène cette espèce de tension avec des ressentis après humains qui remontent et qui exacerbent en fait ces ressentis historiques. Et c'est ça, c'est de là que vient généralement le problème. En fait, c'est vraiment un manque de communication et un manque de clarté par rapport à des situations humaines différentes. Voilà. C'est pour ça qu'avec la plateforme Cher Héritage que vous avez créée, on gagne en transparence, tout est mis en commun, c'est ça ? Exactement. En fait, l'objectif, c'est de proposer en fait des outils qui sont extrêmement dédiés. Prenez le premier exemple, c'est le budget, pour scanner des factures et des dépenses liées à la maison. C'est pas votre papa ou c'est peut-être pas vous qui, au sein de votre fratrie, doit gérer le budget. C'est la plateforme qui va faire des relances aux frères, aux sœurs, aux copropriétaires, parce que ça peut être aussi sous forme d'indivision et de SCI. Donc aux associés, j'ai envie de dire, de rembourser le compte commun ou de rembourser un tel ou un tel par rapport à la dépense qui a été générée. Il y a la fonctionnalité qui est liée au planning. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans une maison de vacances, on a tous envie de venir, j'ai envie de dire, à la même période. Donc comment on fait pour faire une rotation ? Vous imaginez bien qu'au mois de Noël, ce qu'on appelle dans la famille les fêtes carillonnées, je trouve l'expression assez jolie, ce sont les périodes de vacances où toute la famille se retrouve, c'est-à-dire les périodes de la Toussaint, les périodes de Noël, les périodes de Pâques et puis les grandes vacances d'été. Mais quand on a plusieurs frères et sœurs, il faut trouver des systèmes de rotation. Donc nous, on propose avec notre solution de planning des alternatives de planning différentes, avec des systèmes de crédit jour ou de rotation automatique, enfin peu importe. Mais le planning permet de structurer les présences des uns et des autres, permet aussi d'identifier quand est-ce qu'il y a l'entretien, quand est-ce que, je sais pas, le plombier ou le chauffagiste va venir rénover la chaudière, ou le couvreur pour les toitures ou le jardinier. Et donc, du coup, en fait, d'avoir un planning qui est partagé, qui est commun à toute la famille et qui est équitable. Parce que l'objectif, c'est toujours l'équité. L'équité, ouais, et qui gère aussi bien, comme vous l'avez dit, répartition des tâches, ou bien on a le côté vraiment purement financier, ou rien que la communication, quoi. Vraiment, ou l'organisation, comme vous le dites, effectivement, c'est un grand classique, la maison de famille. Comme par hasard, tout le monde veut y aller à Noël, tout le monde veut y aller l'été. Donc, cette façon, en fait, de pouvoir partager, ne pas avoir le sentiment qu'il y a un déséquilibre. Mais alors, c'est exactement ça. Et du coup, plus il y a de clarté et de transparence, plus il y a d'équilibre. Et c'est aussi beaucoup lié à la charge mentale. Vous savez, vous arrivez dans une maison dans laquelle vous allez peu souvent, parce que c'est une maison, j'en sais rien, vous avez peu d'affinité, j'ai envie de dire, avec la montagne, mais vous y allez quand même une fois de temps en temps. Vous arrivez dans cette maison, je ne sais pas, vous n'avez pas le code de l'entrée, mais il est 11h du soir parce que vous vous êtes tapé les 4 heures de bouchon à la sortie de Lyon. Vous allez forcément appeler votre beau-père ou votre père à 11h du soir en disant quel est le code. On a une fonctionnalité qui s'appelle les infos pratiques, dans lesquelles vous allez retrouver tout ce genre de petites informations en fait qui sont au final peu de choses, mais à la fin très stressantes parce que très accumulatives. Mais en même temps, c'est des données sensibles. Donc là aussi, j'imagine qu'il y a eu tout un travail de confidentialité. Oui, et de sécurisation. Alors moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'informatique. Je suis associé avec un CTO qui lui-même est aussi très vigilant. Donc les données sont hébergées en Europe, elles sont conformes au RGPD. Puis d'un point de vue sécurité, vous êtes authentifié via vos comptes Google ou vos comptes Apple, vous voyez, pour que ce soit le maximum sécurisé. Et puis surtout, il y a des silos quand vous avez plusieurs biens, entre les différents biens, et des droits d'accès en fonction des membres de la famille. Donc il y a ceux qui vont avoir la main sur la partie budget, la partie gestion, et puis d'autres qui sont des neveux, des cousins, qui eux vont plutôt voir le planning ou demander de réserver des plannings ou demander de se faire rembourser des frais. Ouais. Alors,
Elle a été lancée quand, cette application et cette solution et les retours? Alors, racontez-nous, quand est-ce qu'elle a été lancée? Exactement, elle a été lancée récemment. On a fait une période de test pendant tout l'été. On a fait une version freemium bêta-testeur il y a 150 personnes qui ont joué le jeu et puis on a commencé à la commercialiser depuis le mois d'octobre, depuis début octobre. Aujourd'hui, on a un peu plus de 1200 biens enregistrés dans la solution, donc c'est le début et on en est très heureux. Mais c'est un bon début. Voilà, exactement, c'est un bon début. C'est maison de famille, tout type de patrimoine partagé, c'est ça, en fonction du, comment dire ça, de la j'ai oublié le nom, j'allais dire la catégorie juridique entre guillemets. Le bateau juridique, ouais. Voilà. Alors effectivement, c'est aussi bien des indivisions que des SCI, et puis dans les SCI, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs typologies de SCI, vous savez, SCI familiale, SCI de gestion, SCI de rendement, etc., etc. Mais c'est tout, effectivement, ce que vous disiez à la base, c'est tout élément partagé. On a même des clients qui ont mis dans la plateforme, vous savez, qui ont des enfants qui sont cavaliers et qui ont mis des poneys en demi-pension. On a des gens qui ont mis des bateaux, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui vont sur la côte et qui achètent un bateau à plusieurs, puisqu'il y a un système de rotatif du mois de juillet et du mois d'août. Donc pourquoi acheter un bateau tout seul alors qu'il est aussi bien utilisé au mois de juillet et au mois d'août? Donc des bateaux, des camping-cars, vous voyez, tout type de biens que vous pouvez partager. Il y a des forêts. J'ai des amis qui sont chasseurs qui gèrent leur chasse avec ça. Enfin, il y a tout type de biens. C'est vraiment, si vous voulez, le projet, c'est d'aller, et c'est la société qui veut ça, vers le co-living. Donc on va de plus en plus vers des achats groupés, des achats partagés et notamment des gestions des utilisations exactement, des appartements partagés. Au tout début, souvenez-vous, souvenez-vous des bronzés fond du ski, c'était les appartements en timeshare, les fameux apparts du ski. Vous aviez, souvenez-vous, le Scrabble à la fin. C'est exactement ça. C'est vrai. Non, mais le raccourci, c'est exactement ça. Dernière petite question, c'est un abonnement justement, j'imagine. Et c'est quoi l'ordre de prix? Ouais, c'est très très cher. C'est moins cher qu'un abonnement Netflix. C'est 120 € par an. 120 € par an, c'est ça. Ouais, exactement, pour une maison. Donc c'est-à-dire 10 € par mois. Comparé à la bienveillance et la sérénité. Au sein d'une famille, ça coûte pas cher. C'est pas cher payé. Exactement. Merci beaucoup. Juste pour terminer, indépendamment de tous les outils de gestion, en fait, on a mis au centre de cette plateforme un onglet qui s'appelle Ma communauté. Et c'est à travers cet onglet-là que là, vous avez le bon groupe WhatsApp. C'est là où on va centraliser et capitaliser toutes les photos, les vidéos du petit neveu qui tombe la pelouse, d'un tel qui est venu la semaine toujours au dernière. bien. Ouais. Exactement. L'objectif, c'est vraiment de remettre de la bienveillance, et cette bienveillance, elle n'arrive que grâce à de la clarté et à de la transparence sur tous les aspects, que ce soit planning, budget, initiative, temps passé, etc. Merci beaucoup Alexis Rochette d'avoir pris le temps de nous présenter Cher Héritage, cette belle start-up Malouine. Merci. Bonne journée à vous. Également. Merci. Au revoir. Au revoir. Allez, il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Et on retrouve Thibaut qui a assisté pour nous à l'inauguration d'une boutique engagée pour le Made in France, justement. Et elle s'appelle l'Appartement Français, Thibaut. 4e arrondissement de Paris. J'ai découvert un lieu vraiment unique. Un appartement entièrement imaginé autour du savoir-faire français. Chaque pièce présente des objets du quotidien, vêtements, accessoires, équipements ménagers. Tous fabriqués à 100% en France. Et sa fondatrice, c'est Émilie Auvray. Elle défend avec ardeur le Made in France, porté par une vision de transparence, de qualité et d'éthique. On écoute cette inauguration dans une ambiance de fête. Alors, vive l'appartement français, vive la République et vive la France. Qu'est-ce que vous ressentez, Émilie, en ce jour si spécial? Je suis tellement profondément heureuse et fière. Regardez, en fait, ici, il n'y a que des sourires, il n'y a que des beaux produits, il n'y a que des personnes qui veulent créer un monde meilleur pour nous tous les jours. Donc, c'est que du bonheur, en fait. C'est une belle réussite pour le Made in France. C'est une super belle réussite pour le Made in France parce que nous, tous les jours, on se bat pour faire rayonner les savoir-faire français. Et si on devait résumer en quelques mots l'esprit, l'appartement français, ce serait quoi? L'appartement français, c'est accompagner le consommateur à devenir consommateur tous les jours. C'est à prendre conscience qu'on a le choix, qu'on a la liberté de choisir à chaque fois que l'on consomme et que nous avons le droit de demander où c'est fait, par qui c'est fait, comment c'est fait, avec quoi c'est fait. Si vous deviez mettre en avant juste un produit, votre produit coup de cœur, ce serait quoi? Mon coup de cœur, mais je peux pas, j'en ai trop. Il y en a trop, alors quelques-uns. Un sweat fabriqué à Bobigny, à 10 km d'ici, en coton bio.
une tisanière de la plus ancienne verrerie de France depuis 1475, une paire de chaussettes de la dernière entreprise familiale depuis 1938 à côté de Limoges. Donc tout en fait. Merci beaucoup Émilie, on sent votre émotion et bravo pour l'appartement français. Là je vais me rapprocher de Clément Beaune, le haut-commissaire au plan et la stratégie. Monsieur le ministre, que dit l'appartement français sur l'industrie, sur l'ambition industrielle française? Elle dit d'abord que ça repose sur des personnes qui s'engagent, comme Émilie, qui croit au départ avec une petite boutique que c'est possible, qu'on en fait la preuve, qu'on entraîne des gens, qu'on arrive à se développer. Des gens qui l'ont soutenu, de la ville à l'État, des personnes qui ont accompagné psychologiquement, en étant producteurs, en étant acteurs publics ou privés. Et c'est aussi cet esprit collectif qu'on célèbre ici. Et ça montre qu'on est juste en face d'un grand magasin parisien qu'on reconnaîtra bien, qu'eux perdent leur âme et Émilie en redonne un petit peu avec l'appartement français qui devient de plus en plus grand et qui j'espère prendra toute la place bientôt. Justement, en quoi l'appartement français est une riposte à l'ultra fast fashion? Parce que ça montre, même si c'est dur, qu'il y a des producteurs et il y a des consommateurs qui ont envie de produits de qualité, qui montrent que parfois ça peut être plus accessible, plus abordable qu'on le dit, même si c'est parfois dur pour des personnes qui ont des difficultés de pouvoir d'achat. Mais souvent on les trompe aussi parce qu'avec des prix bas, quand c'est pas le prix du producteur, quand c'est pas le prix de l'environnement, eh bien on paye par ailleurs et on paye après. Et donc montrer aussi qu'il faut dire la vérité dans un monde de consommation rapide, avec des réseaux sociaux, avec de la pression à la consommation rapide et urgente. C'est aussi une réponse de société qu'apporte Émilie. C'est un modèle réplicable à votre avis? Bien sûr, il y a un mouvement avec depuis plusieurs années, presque une décennie maintenant, des acteurs du Made in France, qu'ils soient producteurs, qu'ils soient commerçants, qu'ils soient consommateurs. Et on le voit du miel au jean, des chaussures au café, qu'on peut avoir des filières qui en France et ailleurs d'ailleurs respectent un certain nombre de principes. Et je pense que c'est cette démonstration dont Émilie est un exemple, mais derrière elle, il y a beaucoup de combats, parfois beaucoup de souffrances, mais aussi beaucoup de réussites. Merci beaucoup Thibaut. Et on a reconnu la voix d'Arnaud Montebourg en début de reportage qui inaugurait effectivement ce lieu ouvert jusqu'au printemps 2027 à qui on souhaite une belle réussite au service du savoir-faire français. Merci Thibaut, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous chers auditeurs, rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio et surtout d'ici là, portez-vous bien. Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Avec les chambres de métiers et de l'artisanat, artisans, porteurs de projets, apprentis, nous vous accompagnons depuis 100 ans pour faire battre le cœur de la France.